qu'est-ce que la vérité? Et bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité et aujourd'hui j'ai posé la question à Perplexity, donc voyons voir ensemble sa réponse. La vérité est un concept complexe et fondamental en philosophie, souvent défini comme la conformité d'une proposition à la réalité. Ce principe, connu sous le nom de théorie de la correspondance, stipule qu'une affirmation est vraie si elle reflète fidèlement l'état des choses dans le monde. Par exemple, dire le ciel est bleu est vrai si effectivement le ciel est bleu à ce moment-là. Théorie de la vérité. Il existe plusieurs théories qui tentent de cerner ce qu'est la vérité. Le correspondantisme. La vérité est définie comme une relation entre un énoncé et un fait objectif. Un énoncé est vrai s'il correspond à la réalité. Le cohérentisme. Cette théorie affirme que la vérité réside dans la cohérence d'un ensemble d'énoncés. Un énoncé est vrai s'il s'intègre harmonieusement dans un système plus large d'idées. Le pragmatisme, selon cette approche, la vérité est liée à l'utilité d'une croyance. Une idée est considérée comme vraie si elle fonctionne ou produit des résultats satisfaisants. Et enfin, le constructivisme, cette théorie soutient que la vérité est une construction sociale dépendant des contextes culturels et historiques. Alors avant de rentrer dans les débats, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team correspondantisme, team cohérentisme, team pragmatisme ou team constructivisme. Maintenant, regardons la notion d'accès à la vérité. L'accès à la vérité n'est pas toujours évident. Socrate, par exemple, croyait que la vérité devait être dévoilée plutôt que simplement donnée. Sa méthode, connue sous le nom de maïotique, consiste à poser des questions pour aider les individus à découvrir par eux-mêmes ce qu'ils considèrent comme vrai. Platon a également soutenu que nos âmes possèdent une connaissance innée des vérités idéales et que le processus de découverte est en réalité une forme de réminiscence. Alors, team Socrate, team Platon, dites-le dans les commentaires. La vérité et l'opinion. Il est crucial de distinguer la vérité de l'opinion. Alors que la vérité est universelle et objective, l'opinion est subjective et peut varier d'un individu à l'autre. La recherche de la vérité implique souvent une remise en question de nos certitudes et une ouverture à l'exploration intellectuelle. En somme, la quête de la vérité demeure un enjeu central en philosophie, touchant à des domaines variés tels que l'éthique, la science et même la politique. J'aime bien le « et même la politique ». Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont oublié cette caractéristique. Voilà, je trouvais ça intéressant de voir un petit peu ce que nous dit notre ami Perplexity. Vous pouvez laisser, c'est gratuit, hein. Moi j'ai la version gratuite, hein, j'ai pas la version payante. D'ailleurs, ils me disent hein, try pro, parce que justement, j'ai pas la version pro. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez continuer la discussion comme ça. Il vous propose comment la vérité est-elle perçue dans différentes cultures. Ça, c'est intéressant. On va interroger. Quelle est la différence entre vérité et réalité? Ça aussi, c'est très intéressant. Quels sont les principaux défis pour atteindre la vérité? Comment la vérité est-elle abordée dans les sciences? Quelle est la relation entre vérité et certitude? On va commencer par comment la vérité est-elle perçue dans différentes cultures, parce que ça, c'est très intéressant. Et là, vous voyez qu'il vous donne des sources. D'accord? Parce que tout à l'heure, c'était simplement. Ouais, j'avais pas vu, il y avait aussi des sources. Vous avez Philomag, Schoolmove, Wikipédia et d'autres sources. Là, on a Stewoody, je sais pas ce que c'est, Schoolmove, Vision et d'autres sources dont on voit Wikipédia. Alors, la perception de la vérité varie considérablement d'une culture à l'autre, influencée par des croyances, des croyances philosophiques, religieuses et sociales. Voici un aperçu des différentes approches culturelles concernant la vérité. Perspective culturelle sur la vérité. Philosophie occidentale. Rationalisme et empirisme. Dans la tradition occidentale, des philosophes comme Descartes et Hume ont abordé la vérité sous des angles différents. Donc, pour rappel, Descartes, philosophe français, Hume, philosophe écossais. Donc, l'Écosse et la France sont quand même des pays qui sont culturellement très proches, pourtant, ils ont des approches radicalement différentes. Descartes a mis l'accent sur le doute méthodique pour établir des vérités indubitables, tandis que Hume a soutenu que notre compréhension de la vérité est influencée par nos expériences subjectives. Donc pour donner un petit peu d'idée, Descartes c'est celui qui a dit je pense donc je suis, d'accord, ou en latin cogito ergo sum, et Hume c'est celui qui a dit que
On postule la vérité que le soleil va se lever parce que tous les matins on a fait l'expérience que le soleil il se lève. Mais en fait, en vérité, on n'a aucune garantie d'ailleurs. Dans un certain nombre de milliards d'années, le soleil ne brûlera plus, donc du coup, la Terre ne verra plus, si elle existe encore, ne verra plus le soleil se lever. Mais bon, ni vous ni moi ne serons là pour le voir. Le modernisme, le modernisme a promu l'idée que la vérité peut être découverte par la raison et l'observation scientifique, affirmant que les vérités sont universelles et objectives. Alors j'aimerais juste, par rapport à ça, euh, donner un exemple qui est assez facile à comprendre. Je pense que tout le monde a déjà, comment dire, ou si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le voir sur Internet, c'est très facile. La lumière, c'est en fait, c'est la fusion, la lumière blanche, hein, c'est la fusion de toutes les couleurs, c'est le mélange de toutes les couleurs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsque on voit par exemple que le ciel est bleu, ça veut dire que toutes les autres couleurs, leur longueur d'onde n'apparaît pas. La longueur d'onde qui est émise, c'est la longueur d'onde du bleu. Bon, s'il y a des physiciens dans l'assistance qui corrigent mes propos ou qui, qui expliquent plus précisément ce que je veux dire, et ce que je veux dire par là, c'est que le bleu, c'est ce qu'on est capable de percevoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses dont on ne voit pas parce que notre façon, nos capteurs, nos yeux, ne sont pas capables de percevoir la longueur d'onde associée à cette couleur. Donc la notion de vérité et observation, ça dépend en fait qu'est-ce qu'on utilise pour observer. Voilà. Philosophie orientale, relativisme et holisme. Dans de nombreuses cultures asiatiques, comme celles influencées par le bouddhisme ou le taoïsme, la vérité est souvent perçue comme relative et contextuelle. La notion d'harmonie avec l'univers prime sur une approche strictement objective. Bon, là c'est un peu flou, on ne sait pas trop de quoi il retourne. Connaissance intuitive. Certaines traditions spirituelles asiatiques valorisent l'intuition et l'expérience personnelle comme voie vers la vérité plutôt que le raisonnement analytique. Culture autochtone. Vérité comme relation. Dans plusieurs cultures autochtones, la vérité est souvent perçue comme un concept relationnel qui inclut les interactions entre les humains, les ancêtres et la nature. La sagesse ancestrale joue un rôle crucial dans la définition de ce qui est vrai. Bon, c'est marrant qu'ils appellent ça culture autochtone parce que autochtone, ça veut simplement dire la personne qui était là sur le territoire. Donc, par exemple, pour les États-Unis, les autochtones c'était les Indiens d'Amérique, mais pour les gens qui sont en Europe, les autochtones c'est les Européens. Donc, tout le monde est autochtone, sauf ceux qui se sont fait éliminer évidemment. Enfin, sauf ceux qui sont venus éliminer plutôt, pardon. Mais c'est un autre sujet. Postmodernisme, pluralité des vérités. Le postmodernisme remet en question l'idée qu'une seule vérité objective, affirmant que chaque culture ou individu peut avoir sa propre version de la vérité. Cela conduit à un relativisme où toutes les opinions sont considérées comme valables. Ça, c'est un petit peu la soupe qu'on est en train de nous vendre. Conclusion, la vérité n'est pas un concept monolithique, elle est façonnée par des contextes culturels variés et des traditions philosophiques distinctes. Chaque approche offre une perspective unique qui enrichit notre compréhension globale de ce qu'est la vérité, soulignant ainsi sa complexité et sa diversité à travers le monde. Bon, on touche du doigt un principe fondamental, c'est que déjà la vérité et la subjectivité sont un petit peu incompatibles, puisque chacun va avoir des définitions différentes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir quelles sont les définitions qui existent, quels sont les paradigmes qui existent, et peut-être commencer une discussion en se mettant d'accord sur quel type de paradigme on va utiliser, parce que sinon après c'est difficile de dire ce que vous dites est faux ou ce que vous dites est vrai si on s'est pas mis d'accord au préalable sur ce paradigme-là. Et ça, c'est moi-même, j'ai fait l'erreur jusqu'à présent, en fait, je m'étais jamais posé la question, hein, je vous avoue très honnêtement, je me suis posé la question, je me suis dit, puisque j'ai appelé ma chaîne à la recherche de la vérité, peut-être qu'il faudrait d'abord se poser la question de qu'est-ce que c'est que la vérité. Et donc je découvre en même temps que vous, hein, j'ai tapé la recherche juste avant de lancer la vidéo, et je me suis dit: «Ah oui, en fait, ça pourrait être vachement intéressant de partager ça avec vous, comme ça vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et comme ça on va essayer de mieux penser». Hein, parce que le but de cette chaîne, la recherche de la vérité, c'est aussi c'est pas seulement faire des trucs, genre putaclic pour essayer d'attirer le chaland. Non, non, c'est essayer de remodeler, parce que je pense que contrairement à beaucoup de gens, je pense que les problèmes du monde actuel peuvent se résoudre à partir du moment où en fait, on s'arme véritablement d'une bonne façon de raisonner et en accord avec la bienveillance intrinsèque. C'est moi qui viens de l'inventer, ce concept. Je pars du principe qu'un être humain, quand il arrive sur cette planète,
par défaut, il a une bienveillance intrinsèque et je pense que c'est le monde extérieur qui le corrompt et je pense que c'est ça le problème de tout ce qui se passe actuellement, en fait. C'est que, cette vérité fondamentale qui est ancrée au plus profond de nous, en fait, il y a des niveaux de corruption plus ou moins élevés et il y a des gens qui ont accumulé tellement de couches de corruption que c'est très difficile pour eux d'aller rechercher cette bienveillance intrinsèque, à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais je pense qu'en fait, fondamentalement, les conflits et cetera, c'est des problèmes de communication et aussi, des peurs. En fait, je pense que les gens, plus ils sont corrompus, plus ils ont peur d'aller, retrouver leur bienveillance intrinsèque, alors qu'en fait, la bienveillance intrinsèque, c'est ce qu'on va retrouver dans toutes les cultures, toutes les religions, et cetera. C'est le côté, la pureté originale, c'est le côté fondamentalement bon. C'est-à-dire que le prisme soi-disant de, l'homme est un loup pour l'homme, et cetera, ça, c'est du flan parce que, je sais plus où c'est que je voyais ça, mais il y avait une interview où il y avait, Philippe Poutou qui était, interviewé par, Bourdin et qui expliquait, Bourdin essayait de défendre les milliardaires, et cetera, et Poutou, il disait: «Oui, non, mais vous voyez, les gens qui ont, 150 milliards, et cetera, vous allez pas me faire croire que c'est, parce qu'ils ont fourni un travail qui vaut, 150 milliards. Évidemment que non, il y a aucun travail qui a une valeur de 150 milliards. Donc il expliquait que s'il y a des gens qui ont 150 milliards, ça veut dire que, bah, il y a des gens, qui sont très, très, très pauvres. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont fait voler, que ce soit leur travail, que ce soit leurs ressources et ainsi de suite. Or, en fait, cette personne qui a 150 milliards, en fait, pour ses besoins, même ses plus fantasques, quelques millions, éventuellement même des centaines de millions, ça lui serait largement suffisant. Mais ça ferait un ordre de grandeur considérablement différent et ça ferait une répartition considérablement différente, en fait. Heu et donc là, vous croyez que je pars, non, non, je pars pas, très loin et je vous dis pas allez voter, Philippe Poutou. Poutou, il est très rigolo et très intéressant et cetera, mais il est clair et net que son parti, malheureusement, ne pourrait pas, être aux commandes, ne pourrait pas prendre le pouvoir et ainsi de suite et lui-même, Poutou, je pense qu'il ne souhaiterait pas être au pouvoir. Mais il n'empêche que il dit des vérités tout de même et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est d'aller, puiser ces vérités-là. Donc pour revenir, parce que là, on peut dire que je suis parti dans tous les sens, c'est la vérité. Et je le reconnais, mais je pense que au-delà de, au-delà des politiques et cetera, tout ça, on n'a pas la main dessus, on n'a pas la main sur ces gens. Par contre, là où on a la main sur nos propres pensées, on a la main sur nos propres interactions avec les autres gens et au final au final, qu'est-ce qui fait le monde? Qu'est-ce qui fait le monde? Bah, c'est vous, c'est moi, ce sont les interactions que nous avons. C'est nous la majorité, c'est pas les petits cons qui passent à la télé, ou qui vont vous dire de voter, quand il y a les élections, ou, qui vont, vous dire d'acheter leur marque. Parce que c'est pareil, hein, parce qu'on tape beaucoup sur les politiciens, mais, heu, que ce soit tous les gens qui, possèdent les médias, que ce soit tous ces milliardaires et compagnie, ces gens-là ne sont fondamentalement pas bons pour l'humanité. N'en déplaise à tous les vendeurs de rêves influenceurs qui vont vous faire croire que, ceci, cela, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Après, on va apprendre, ah, P. Diddy, en fait, tout le gratin, c'était ses potes, ils font des trucs dégueulasses derrière, mais après, on apprend que, en fait, P. Diddy, c'est la face émergée de l'iceberg, qu'il y a les producteurs de cinéma ou de séries qui font des trucs pas très catholiques à des enfants. D'ailleurs, les catholiques eux-mêmes ne font des trucs pas très catholiques avec les enfants. Voilà, on apprend toutes ces merdes-là, en fait, c'est toutes ces structures de pouvoir. Et le problème fondamental, c'est le même. Le problème fondamental, c'est le même, c'est que la majeure partie des gens ont été éduqués dans une soumission à des êtres qui seraient soi-disant hiérarchiquement supérieurs et auxquels il faudrait qu'ils se soumettent. Et ça part du fait que peu de gens ont les structures mentales suffisamment propres d'un point de vue de la capacité à raisonner et suffisamment propres d'un point de vue de la bienveillance intrinsèque que je disais tout à l'heure. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de retrouver la bienveillance intrinsèque, et il y a l'aspect de se former intellectuellement pour être suffisamment solide, pour contester l'absence de cohérence, pour contester sur le plan de la logique, à chaque fois que les bonimenteurs, on va les appeler comme ça, essayent de vous mettre des choses négatives dans le cerveau. Par exemple, tout ce qui est des émissions d'Hanouna, c'est des choses négatives dans le cerveau, parce que ces gens-là n'ont aucune discussion argumentée, n'ont aucune discussion logique. Ils marchent que sur le concept de coup de pression, humiliation, etc., domination. C'est jamais basé sur la logique, c'est jamais basé sur des arguments rationnels, et c'est jamais basé sur de la bienveillance. Donc sur le plan moral, c'est mauvais, et sur le plan de la logique, c'est zéro. Et ce sont vraiment les deux aspects qui gangrènent la société. Parce qu'évidemment que bâtir une réflexion, un raisonnement logique, ça a un coût cognitif. Et ça a un coût cognitif, je dirais même, c'est un coût économique, puisque le coût cognitif, ça va vous donner la sensation réelle de faim.
Faire travailler son cerveau, c'est comme faire de la musculation et c'est même plus que de la musculation, c'est ce que le cerveau, c'est ce qui consomme le plus dans le corps. Faire fonctionner son cerveau, donc raisonner, ça va vous donner littéralement faim et donc ça va vous demander de vous nourrir et de vous nourrir sainement parce qu'il y a des études, je les ai pas sous la main, s'il y a des gens qui peuvent le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait, mais il y a des études qui montrent que la malbouffe, donc typiquement tous les fast-food, les McDo et les compagnies, ça a des impacts sur, sur le cerveau directement. C'est-à-dire que si vous vous nourrissez mal, c'est comme si, vous mettiez je sais pas, c'est comme si vous grippiez le moteur, d'accord? Vous allez ralentir votre capacité à raisonner, donc c'est lié. D'ailleurs, alors évidemment, c'est pas immédiat, mais je pense qu'il n'y ait pas de prix Nobel ou de, je sais pas, de gens qui ont des distinctions, intellectuelles très élevées, qui soient des gros lards. J'en ai jamais vu et c'est pas de la grossophobie, arrêtons les délires aussi. Arrêtons de tout ce sens tous les trucs en phobie, faut arrêter. Ce sont des parasites mentaux qui vous empêchent de raisonner et cetera, puisque ça vous met phobie, les mots ils ont un sens. Phobie, ça veut dire la peur. Donc c'est fait pour vous instiller la peur. La peur de pas machin, de pas pouvoir parler, de je sais pas quoi, et cetera. C'est pareil que toutes les choses où on vous dit: «Est-ce que vous condamnez?» Bah, non, c'est pas une discussion. On n'est pas des juges. Par contre, on peut raisonner, on peut analyser les systèmes, les structures, essayer de poser le problème pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Et pour ça, ça veut dire donc qu'un chercheur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là en train d'avoir peur, il n'est pas là en train de dire je vais condamner, il est là en train de regarder quelles sont les données du problème, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Et ça, tout le monde peut le faire, chacun à son échelle. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir un cadre propice, un cadre serein, un cadre bienveillant dans lequel on peut essayer de poser quelles sont les informations qui sont à notre disposition, comment on peut agencer ça, et ainsi de suite. Ça, c'est très important. Voilà. Donc je pense que cette mise au point était, nécessaire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur le lien, du formulaire pour qu'on soit en contact, parce que le but c'est ça, c'est d'agrandir. C'est un peu l'académie de la vérité, l'académie de la liberté, c'est un peu ça l'idée, hein. Et il faut se prendre en main parce que malheureusement il y a personne d'autre que nous qui va nous aider, hein, je veux dire, si je vous ai montré, toutes les saloperies, possibles et imaginables, de des mensonges qui sont, exhortés, par tous les médias, c'est précisément pour qu'on parte sur les bonnes bases, sur le fait que oui, oui, le monde actuel, c'est bien de la merde. Mais on a tous en nous cette possibilité de faire mieux. Mais sauf que un homme tout seul ne peut pas mettre le système à plat, le renverser et tout changer. Par contre, en se réunissant, en se formant, en propageant cette idéologie, c'est une idéologie, hein, je veux dire, j'assume pleinement, c'est une idéologie. Mon idéologie, c'est de retrouver la bienveillance intrinsèque, de la promouvoir, articulée sur un langage, un discours, une réflexion basée sur la logique. Voilà mon message. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vive la vérité, vive la liberté, vive la fraternité, vive l'égalité, et vive le monde meilleur que nous pouvons tous construire si nous le décidons.